podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Tous les jours, on reçoit celles et ceux qui font l'immobilier. Et aujourd'hui, je suis avec Danielle Dubrac, présidente de l'UNIS. Bonjour. Bonjour. Vous réunissez les professionnels de l'immobilier à Marseille la semaine prochaine pour votre congrès. Et vous n'y allez pas par quatre chemins, vous parlez d'état d'urgence du logement. Je pense que l'état d'urgence, il est partagé par tous. Le constat est le même, que ça soit en transaction, en location, sur la rénovation. C'est un constat d'urgence parce que malheureusement, l'offre de logement s'assèche. Et la rénovation ne se fait pas. L'état des lieux en plusieurs points. Donc, on est dans un nouveau cycle immobilier. L'état des lieux en plusieurs points. En ce qui concerne la location, comme vous savez que l'interdiction de louer pèse sur les bailleurs dès maintenant, dès 2023, et ça sera pire en 2025 et 2028, et que 40% du parc privé locatif en France, ça représente les bailleurs privés. Si les bailleurs privés ne peuvent pas rénover, ils pourront plus louer. Et ces 40%, c'est des étiquettes EFG. Donc on a un premier souci. Le deuxième souci, c'est que les travaux dépendent du propriétaire en tant qu'individu, mais aussi d'une collectivité quand on est dans un habitat, par exemple, de type copropriété. Et donc il faut que les travaux soient votés. Ça ne dépend pas que du bailleur privé. Donc on a une difficulté pour aller atteindre les objectifs de la loi climat et résilience. Et cette loi climat et résilience, sur le fond, côté moral, vous la soutenez? On soutient bien sûr l'effort à faire pour décarboner toutes les villes en France, pour atteindre la neutralité carbone, bien évidemment, et ça passe par la réalisation de travaux de rénovation, parce qu'il faut à la fois consommer mieux, mais consommer moins. On est absolument obligé. Et cette loi impose un calendrier, mais elle impose un calendrier parce que il était plus simple de viser des économies d'énergie. Qui paye les factures aujourd'hui d'énergie? C'est le locataire. Or, le locataire, il peut pas faire les travaux de rénovation. Donc, du coup, on a visé le propriétaire. En visant le propriétaire, on a visé une obligation de faire ses travaux, autrement, il ne peut plus louer. Et pour viser ce propriétaire, ça s'est reporté sur les copropriétés pour faire les travaux. Donc, dans cette loi climat et résilience, qui est une loi louable et qui est une loi nécessaire, le calendrier est mal calculé, il n'est pas en phase avec la réglementation sur la copropriété. Et donc, du coup, plus de logements, puisque du coup, les propriétaires vont vendre, et c'est en train de se passer sur les étiquettes F et G. Et comme ils vendent, ça assèche le parc à louer, au moins le parc privé. Et ça entretient aussi la baisse des prix. Alors oui, évidemment, quand on va vendre, un acquéreur regarde l'étiquette énergétique, la fameuse valeur verte du logement, sur lequel nous, on appuie, puisqu'on est plutôt à demander d'inciter de faire les travaux, y compris de présenter un programme de travaux quand un acquéreur veut acheter un logement, y compris pour louer, bien évidemment. Systématiquement, on demande que le DPE soit refait, de ne pas tenir compte des DPE anciennes formules, même si certains sont encore valables. Ça fait baisser le prix, en tout cas ça fait négocier les prix, mais ça règle pas la question de l'accès au logement en France. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire, Danielle Dubrac, justement pour que cette rénovation énergétique ait les lieux et qu'elle satisfasse tout le monde? Alors déjà, comme le ministre, comme vous l'avez dit, Monsieur Vergrit nous fait l'honneur de venir à notre congrès et la profession attend sa venue, on va lui demander deux choses. Qu'est-ce qu'il y a dans cette loi logement dont il a parlé? Et puis bien sûr, de façon très pratique et pragmatique, la loi de finances 2024 arrive. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans la loi de finances pour aider les copropriétaires à faire leurs travaux? Est-ce qu'il va y avoir des annonces sur le financement du reste à charge? On a vu que MaPrimeRénov' allait être augmentée, Madame Borne l'a annoncé. On a vu qu'il y avait l'éco-PTZ aussi, mais comme il cible des zones tendues et que la question du logement, elle est sur tout le territoire français, on attend peut-être un peu plus, par exemple, aider une fiscalité pour le fameux propriétaire qui ne peut plus louer s'il ne fait pas les travaux.
Vous envisagez, si vous n'obtenez pas gain de cause, une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité sur la loi climat. Absolument. Enfin, sur des décrets, il y a plusieurs lois, vous savez, qui se sont empilées, comme d'autres plans, climat, inflation, la crise énergétique. Enfin, il y a tellement de plans. Et d'ailleurs, le plan sobriété, d'ailleurs, notre syndicat participe à tous ces plans, on les accompagne aussi. Et donc, la difficulté, c'est d'avoir associé la décence avec la performance énergétique. Or, pour nous, l'habitabilité d'un logement est à décorréler avec la performance énergétique. On n'est pas dans une question morale puisqu'on soutient évidemment la réalisation de travaux. Je l'ai dit, nos professionnels sont formés pour ça. On se renseigne. D'ailleurs, on demande à ce que nous soyons aussi accompagnateurs rénov', que certains syndics, s'ils veulent se mettre là-dedans, s'y mettent. Mais on se rend compte que ça n'avance pas. Vous voyez bien que le problème était complexe. Il n'était pas si simple que ça. Et donc, essayer de décorréler l'habitabilité de la performance énergétique, donc de la décence locative, entre guillemets, nous paraît être une question juridique à étudier. Et le Conseil d'État, d'ailleurs, à travers les décrets ou arrêtés, ou le Conseil constitutionnel à travers les lois, ne s'est pas prononcé sur le sujet. Donc voilà, comme ça au moins, on mettra la copie autour de la table. Le ministre est prévenu. Est-ce qu'on peut pas dire, à contrario, que c'était nécessaire de créer un électrochoc, peut-être pour faire bouger les lignes ? Je pense que c'est nécessaire puisqu'il n'y aura pas de moratoire. Vous savez, tout le monde est pris entre l'enclume et donc du coup, on est pris entre un moratoire à demander sur le plan climat, sur le calendrier, il n'y en aura pas. On avait quand même un petit peu poussé notre coup de gueule sur l'articulation, l'absence d'articulation entre ce qui relève de la copropriété et du code et ce qui relève finalement du plan climat et résilience, enfin des différentes lois qu'il y a eu. Bon. Le moratoire, il n'a pas eu lieu, le calendrier est à respecter, et les décrets le montrent tous les jours. Et puis l'obligation de travaux. Pourquoi pas à ce moment-là, imaginez, on oblige tout le monde à faire tous les travaux. Quand je dis tout le monde, c'est tous les logements institutionnels, tous les logements privés, tous les bâtiments communaux, etc., etc. Donc là, c'est quand même complexe puisque la question du financement, c'est la question fondamentale. Bien sûr que tout le monde veut faire des travaux, mais comment les financer? Il y a les aides, il y a des subventions, mais il y a le reste à charge. Et donc, tant qu'on n'a pas trouvé de solution sur le financement, eh bien, du coup, nous, on transfère la problématique sur une question juridique. Autre point, l'encadrement des loyers. Quelles sont les remontées terrain que vous avez sur les dispositifs en cours? Alors, pour un encadrement des loyers, déjà, il faut quelque chose de fiable. Il faut une référence fiable. Et nous, on dit que le seul organe qui est fiable, c'est Clameur, c'est l'observatoire du parc locatif privé qui est donné par les professionnels à travers les datas de façon anonyme, évidemment, en respectant la RGPD. Donc, des baux signés. C'est le seul observatoire fiable. Donc déjà, encadrer des loyers, il faut avoir une référence de loyer. Si vous avez quelques références, quelques statistiques, on se demande quelle est la garantie du montant. Deuxièmement, il avait été question de faire un bilan. Une expérimentation était prévue pour certaines zones et ensuite un bilan. Ce bilan, on l'attend toujours. Donc du coup, on est un peu en attente. Il n'y a pas eu de discussion avec les professionnels là-dessus, par exemple sur le Pays Basque ou voilà. Marseille est peut-être aussi une question qui est en train de se poser dans l'agglomération et dans la ville. Nous verrons bien. En tout cas, l'encadrement pèse sur les propriétaires et surtout, j'allais oublier de le dire, c'est fondamental. Les grilles sont valables pour tout. Or, l'étiquette énergétique devrait être quelque chose c'est vertueux d'avoir fait ces travaux. Et donc, on devrait encourager le propriétaire à louer un peu plus. Il devrait y avoir 2 catégories de grilles avec l'étiquette énergétique si elle est bonne et puis celle qui n'est pas bonne. Or, la réponse, c'est on encadre et on fait stagner l'indice IRL pour l'augmentation des loyers, la révision des loyers. Donc vous êtes pour une modulation de l'encadrement en fonction de la performance énergétique finalement. On est en tout cas pour avoir l'information fine, sérieuse et réelle. Donc, qu'est-ce que c'est que le prix de référence et l'étiquette énergétique? Sinon, qu'est-ce qu'il a comme contrepartie, le bailleur, aujourd'hui? Il est sanctionné de partout. Il a la taxe foncière qui augmente. Il a ses impôts qui augmentent. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il vend ou bien alors il se met dans le système fiscal le plus intéressant, le plus rentable. Et donc, on n'en résout pas la question du logement.
C'est quoi le système le plus rentable? C'est le Airbnb? Eh bien, ça va être le Airbnb, ça va être la location meublée, à contrario de la location nue. Et donc, nous, on dit, au lieu de sanctionner tous ces types de locations avec des fiscalités différentes, allons vers une fiscalité qui permet aux bailleurs privés particuliers, qui est quand même la solution en France, parce qu'il n'y a pas assez de logements sociaux. Les institutionnels n'iront pas aux endroits qui ne sont pas rentables. Et donc, c'est le bailleur privé qui est la solution, me semble-t-il, au moins pour régler une partie de l'accès au logement pour les Français qui sont en attente. Donc, il faut lui donner une fiscalité intéressante et donc peut-être amortir son bien en compensation d'un loyer abordable. Dernière question. Comment vous allez remonter le moral de vos adhérents, plus généralement des professionnels de l'immobilier qui vont pas très bien quand même en cette rentrée? Eh bien déjà, les adhérents, ils sont honorés de la visite du ministre parce que de toute façon, ils attendent quand même au moins un élan de solidarité vis-à-vis de la profession. La profession est quand même un lien essentiel entre celui qu'on loge ou le propriétaire ou le copropriétaire et le bâtiment. Donc déjà, c'est un bon point. Deuxièmement, il va faire beau. À Marseille, c'est aussi un bon point. Les Marseillais, Unis, Marseille et PACA nous ont préparé un programme magnifique. Il va y avoir des tables rondes avec des experts sur tous les sujets. On va toucher à la transaction, la location, l'immobilier d'entreprise aussi. Bref, du coup, le moral des troupes va être remonté parce que le congrès est riche de festivités, mais surtout riche de travaux intellectuels. Et peut-être que le ministre va nous annoncer des choses qui vont nous faire plaisir. Nous verrons bien. Est-ce qu'ils ont le moral en cette rentrée, vos adhérents, Daniel Dubrac, compte tenu de la conjoncture? Alors, nos adhérents syndiqués, on essaye de leur donner le moral. Ce qu'il y a, c'est que les chiffres ne sont pas très bons en matière de défaillance d'entreprise. Quand on regarde les codes APE et qu'on regarde les cartes professionnelles, la carte professionnelle, ça ne se sent pas encore complètement, mais il y a des défaillances d'entreprise. Par exemple, dans nos chiffres internes et ceux de la Chambre de commerce, là, depuis quelques mois, il y a déjà 500 agences qui ont fermé, sans parler des courtiers, sans parler des promoteurs. Donc du coup, le métier est quand même difficile et attaqué par le fait que s'il n'y a plus rien à vendre, du coup, les agences vont fermer. Donc le moral, il va falloir le remonter, mais on compte bien sur le ministre et sur les Unis qui vont venir, les adhérents qui vont venir. Le programme est un programme sérieux et surtout qui va apporter, je l'espère, des solutions. Et j'espère que le ministre aura de bonnes nouvelles à vous annoncer. Je rappelle que le congrès, il a lieu à Marseille du 13 au 15 septembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Daniel Dubrac. Merci aussi. Je rappelle que vous êtes présidente de l'UNIS. Quant à nous, on se retrouve très vite sur MySuite Immo et sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo.